13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Émission spéciale d'au cœur de l'histoire aujourd'hui sur Europe 1. Puisque Franck Ferrand n'est pas à mes côtés, il nous emmène visiter le sublime Opéra Garnier de Paris. Bonjour cher Franck. Oui, bonjour Julia, bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux Julia, car je suis dans un des plus beaux lieux qui soit, au cœur même du grand escalier de l'Opéra de Paris, du Palais Garnier. Cet escalier qui a été dessiné par Garnier comme une sorte de théâtre dans le théâtre. Nous reviendrons tout à l'heure sur la dimension spectaculaire de cette incroyable architecture. Le Palais Garnier, Académie nationale de musique, temple de l'art lyrique, haut lieu mondial du ballet. Le Palais Garnier qui fait rêver tant d'amoureux de l'art à travers le monde. Vous savez, tout avait commencé en 1858, le 14 janvier. Certains d'entre vous se rappellent peut-être l'émission que j'avais consacrée à cet événement il y a quelque temps. Nous étions à ce moment-là à l'opéra, mais l'autre opéra, le précédent, celui de la rue Le Pelletier. Il s'agissait d'une représentation d'adieu du chanteur Massol, une des grandes gloires lyriques de l'époque. On attendait le cortège de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie qui devaient assister à la soirée. Vous imaginez déjà les bruits de sabots et les roues sur le pavé. Les voitures s'engagent dans la rue, à l'époque mal éclairée. La seule entrée de l'opéra est en revanche très bien éclairée, à Giorno. Et soudain, on entend non pas une, mais 3 explosions successives qui font tout voler en éclats, qui éventrent les chevaux, qui vont tuer plusieurs personnes et blesser des dizaines et des dizaines de témoins. C'est un attentat, le célèbre attentat d'Orsini. Alors à l'époque, je vous avais raconté les conséquences phénoménales de cet attentat sur l'histoire de l'Europe et notamment sur le sort de l'Italie qui allait être unifiée, mais je ne vous avais pas parlé des conséquences de cet attentat sur l'histoire de l'art lyrique en France et sur l'histoire des opéras, car c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de créer le nouvel opéra. Le concours a été lancé dès l'année suivante, 171 projets ont été déposés au ministère d'État aux Beaux-Arts. Le concours avait été ouvert le 29 décembre 1860 avec un jury qui était présidé par un grand amoureux de l'art, de la danse, de la musique, le comte Walewski, très proche de Napoléon III. On ne donne pas de premier prix à ce concours, mais il y a un nom qui évidemment émerge, un lauréat de ce concours, c'est le fameux Garnier, qui n'est qu'un jeune homme de 35 ans, au teint basané, aux cheveux bouclés, un peu en broussaille, au nez en bec d'aigle, avec un corps tout nerveux, où il manque singulièrement d'aisance, ce jeune Garnier. Il parle très vite, en bégayant un peu. Il faut dire qu'il n'a pas d'assurance sociale, hein. Il est le fils d'un forgeron carrossier de la rue Mouffetard, sa mère est raccommodeuse de dentelle. Eh bien, néanmoins, c'est ce petit architecte plutôt mal fagoté et très peu sûr de lui qui va qui va séduire le jury et remporter le prix. C'est lui qui va pouvoir présenter ses plans aux Tuileries. Alors, on connaît l'anecdote. Il arrive devant l'empereur et l'impératrice. Il présente la maquette du futur opéra et l'impératrice dit « Mais qu'est-ce que c'est ? Ça ne ressemble ni à du Louis XIV, ni à du Louis XVI. C'est pas du style Empire. » Et Garnier lui répond « Mais madame, c'est du style Napoléon III. » Eh bien, nous allons cet après-midi nous promener dans ce temple du style Napoléon III. Nous allons pousser quelques-unes des 2531 portes du Palais Garnier, admirer quelques-uns des 800 000 mètres carrés de tenture, monter quelques-unes des 6319 marches, ouvrir une des 334 loges de cet extraordinaire endroit. La maison a été conçue comme le temple d'une certaine société parisienne. C'est celui de la bourgeoisie triomphante de cette fin de 19e siècle. Et l'endroit a été surnommé par Théophile Gautier une cathédrale mondaine de la civilisation. Sa silhouette est universellement connue. Ses principaux ornements, dont le groupe de la danse de Carpeaux sur le parvis, sont reconnaissables entre tous. Son grand escalier où je me trouve en ce moment même et où passe une certaine foule, vous l'entendez peut-être derrière moi. Son foyer qui croule sous les trophées sculptés. Sa grande salle rouge et or font partie de notre patrimoine à tous. Nous en repeuplons le moindre détour de fantômes aimés, inoubliables, les plus grandes divas, les meilleures étoiles, les chefs les plus prestigieux.
tant de grandes productions, tant de soirées magnifiques, tant de drames personnels ou de joies aussi ont été dissimulés comme fondus dans le grand décor de cette grande maison. Dans un instant, nous allons rencontrer le directeur de l'Opéra national de Paris, Nicolas Joël, et puis par la suite, nous irons nous promener dans les couloirs, dans les escaliers de cet opéra de Paris, de cette salle Garnier. Nous y aurons les meilleurs guides, je vous le promets, et nous y retrouverons des émotions qui n'ont jamais été perdues. Et je vous rappelle jusqu'à 14h sur une émission spéciale d'Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand n'est pas à mes côtés, mais ce n'est pas très grave, c'est pour la bonne cause. Nous poursuivons la visite de l'Opéra Garnier, Franck. Et oui, Julia, je viens juste d'entrer dans un de ces merveilleux salons qui occupent une place si importante dans les bâtiments de l'Opéra Garnier, de ce palais Garnier. Nous sommes exactement dans la rotonde du Glacier, qui est, comme son nom l'indique, une magnifique pièce ronde avec une coupole peinte. Et c'est là que nous attendait le directeur de l'Opéra national de Paris, Nicolas Joël. Bonjour Nicolas Joël. Bonjour, merci bienvenue. beaucoup de nous accueillir dans ces lieux extraordinaires. Comme son nom l'indique, c'est ici qu'on dégustait des sorbets pendant l'un des nombreux entractes. On dégustait des sorbets pendant les nombreux entractes. Comme son nom l'indique, la température qui règne aujourd'hui dans ce salon lui confère une légitimité encore plus forte. Alors, l'Opéra national marche, ou même, je devrais dire, danse sur deux jambes, bien entendu, depuis 1989, la salle Garnier et la salle Bastille. Vous dirigez les deux, vous, bien sûr. L'Opéra national de Paris est un établissement public dont je suis le directeur, dont la mission est de présenter des ouvrages lyriques et chorégraphiques dans ces deux salles, le théâtre historique dans lequel nous sommes, et la nouvelle salle de la place de la Bastille, dit Opéra Bastille, et l'ensemble constituant l'Opéra national de Paris. Ce qui est frappant quand on se promène dans ces lieux, c'est que c'est une véritable ruche, c'est fourmillant, il y a énormément de monde à l'Opéra de Paris. Il y a 1800 employés à l'Opéra de Paris. Si vous voulez, tous les métiers extraordinaires du théâtre lyrique et chorégraphique qui permettent de présenter des spectacles, les 350 représentations que nous donnons chaque année. 154 danseurs, 180 musiciens, le fameux orchestre de l'opéra, bien entendu, sans oublier les 80 choristes, bien entendu. Les 80 choristes, bien entendu. À quoi s'ajoutent toutes les équipes techniques, dont certaines sont de très haut niveau artistique, puisqu'il y a à l'opéra les ateliers de fabrication de décors, dans lesquels travaillent des peintres, des sculpteurs, des menuisiers, des serruriers, des décorateurs, et l'atelier de fabrication de costumes, qui a toute la responsabilité de la fabrication des costumes. On peut visiter d'ailleurs en ce moment, vous avez exposé dans des vitrines quelques-uns des très, costumes très beaux historiques. Historiques réalisés par nos ateliers. Et qui proviennent de la fameuse collection de Moulins d'ailleurs. Et qui proviennent du musée de Moulins, du musée national du costume de Moulins, qui est très largement, je ne veux pas dire une dépendance, mais une excroissance de notre patrimoine de costumes. Alors je le disais tout à l'heure, quand on est sur la place de l'Opéra et qu'on regarde cette extraordinaire façade de Garnier, on lit très distinctement Académie nationale de musique. Voilà. Cette Académie nationale de musique est l'héritière de l'Académie royale de musique qui a été créée en 1669 par Louis XIV. Donc nous à l'époque où Colbert crée toutes ces grandes fondations. À l'époque où Colbert structure l'État. Donc l'Académie royale de musique est ensuite, elle a survécu à tous les régimes. Elle a été Académie impériale, bien entendu, sous le Premier Empire. Elle est devenue Académie nationale une fois que le Second Empire, s'est écroulé après ce qu'on sait, après Sedan, la Commune, enfin tout ce qu'on sait. Alors avant de replonger dans le passé, d'aller nous promener dans les différents espaces de cette extraordinaire maison, il faut que vous nous parliez de l'actualité de l'Opéra de Paris. On célèbre cette année notamment un grand anniversaire Wagner. Oui, cette année, c'est 2013, nous fêtons le bicentenaire de la naissance de Wagner et la naissance de Giuseppe Verdi, c'est-à-dire les deux géants de l'opéra du 19e siècle sont nés la même année. Verdi va être célébré en majesté lors de la saison prochaine, mais cette année c'est Wagner. Je ne peux pas dire que nous avons tiré au sort, il se trouve que c'est Wagner qui est mis en avant avec la présentation de la fameuse tétralogie, l'anneau du Nibelung de Wagner, donc les 4 opéras qui n'avaient pas été donnés à Paris depuis extrêmement longtemps, depuis les années 50. Donc c'est ce que nous sommes en train de préparer, c'est tout de suite, ça c'est pour Bastille, pardon. À Garnier, nous donnons
un grand hommage à un des très grands chorégraphes français du XXe siècle, malheureusement récemment disparu, le grand Roland Petit. Là, c'est tout le ballet de l'opéra, les étoiles, le corps de ballet, qui sont au service de cet hommage à Roland Petit. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est sa valeur patrimonial à ce Palais Garnier. C'est-à-dire qu'il y a énormément, d'ailleurs on va s'en rendre compte là pendant notre visite, parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui visitent en ce moment même, c'est un monument de Paris qui est très visité, bien entendu. C'est un des monuments les plus visités. On vient voir aussi l'exposition, la bibliothèque dont on parlera tout à l'heure et dont le conservateur est d'ailleurs avec nous. Bonjour Mathias Auclair. Bonjour. Nous allons vous retrouver dans un instant si vous voulez. Vous allez nous servir de guide pour cette promenade à travers les couloirs de l'Opéra. Merci beaucoup Nicolas Joël. Nous continuons notre promenade à travers les couloirs du Palais Garnier. Émission spéciale de Cœur de l'Histoire aujourd'hui sur Europe 1. Nous poursuivons la visite de l'Opéra Garnier à Paris et notre petit rat se nomme bien évidemment Franck Ferrand. Où vous trouvez-vous? Qu'allez-vous nous faire visiter maintenant, Franck? Oui Julia, alors nous nous sommes un tout petit peu déplacés de la rotonde du Glacier, nous sommes passés sur l'enfilade des grands salons qui donnent sur la place de l'Opéra. Il y a entre la place de l'Opéra et cette façade, il y a une sorte de grande loggia à colonnade absolument somptueuse et nous sommes dans le grand foyer de l'Opéra. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un des plus riches décors de cette époque qui puisse exister, un décor sursculpté, surdoré de partout avec d'immenses lustres qui descendent d'une voûte entièrement peinte et puis des pilastres, des colonnes, tout cela extrêmement couvert de lambrequins, de toutes sortes de feuilles d'acanthe, de statues en ronde bosse. Enfin, c'est très très spectaculaire, bien entendu. Bonjour Mathias Auclair. Bonjour. Grand décor pour un lieu qui se voulait l'épicentre de la vie sociale des tout débuts de la Troisième République. Alors au début, il se voulait l'épicentre de la vie sociale du Second Empire, mais l'Empire entre-temps s'est effondré en 1870. Alors effectivement, ce grand foyer, tout comme le grand escalier, c'est le symbole de la société aristocratique et bourgeoise du 19e siècle, qui, qu'elle soit du Second Empire ou de la Troisième République, fréquente l'Opéra de Paris, plus pour sa dimension sociale mondaine, et symbolique et mondaine, que finalement pour l'art lui-même. Et... Juste, on y reviendra tout à l'heure, mais de quand est-ce qu'on peut dater l'intérêt direct du public pour le spectacle? C'est-à-dire la salle noire, les gens silencieux, l'intérêt porté à la distribution, etc. C'est très tard, hein, c'est un procédé assez long qui commence finalement avec Wagner et avec la réforme de l'opéra qu'il introduit, puisqu'il transforme l'opéra en une sorte de messe, hein, où l'on vient comme pour se recueillir, écouter l'œuvre du compositeur. Malgré tout, l'opéra va être va mettre beaucoup d'inertie à accepter le modèle wagnérien. Et alors en 1914, il y a un grand directeur qui est Jacques Rouchet, qui dirige l'Opéra de Paris et qui a introduit encore un certain nombre de réformes, notamment pour les spectacles de danse, grâce aussi à la collaboration de Serge Liffard. Et puis finalement je sais pas, on pourrait peut-être dire que c'est l'ère Liebermann, avec ses grands interprètes, qui fait de l'Opéra de Paris véritablement un lieu où il faut être pour des raisons artistiques et plus simplement pour des raisons mondaines. C'est donc très récent. C'est très récent. Nous continuons de fouler ces parquets marquetés, absolument magnifiques. Nous passons devant des cheminées monumentales couvertes de vases qui ne le sont pas moins. Tout ça, c'est sorti de l'imagination de Garnier lui-même ? Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs cela qui est assez extraordinaire dans le projet de Garnier, c'est que Garnier conçoit son bâtiment de manière totale, de la cave au grenier et des superstructures aux plus infimes détails. Si bien qu'il y a très peu de choses qui lui échappent. Même les groupes sculptés, il a donné des commandes très précises aux sculpteurs. Bon, le cas le plus célèbre étant celui de la danse de Carpeaux. Carpeaux est allé un peu au-delà et Garnier en a outrepassé. Et Garnier en a été très heureux. Mais malgré tout, Garnier a donné un cahier des charges à ses sculpteurs, à ses ornemanistes, à ses peintres, qui, il faut le rappeler, étaient tous des amis, des collaborateurs d'anciens pensionnaires de la Villa Médicis avec lesquels il avait été à Rome. Et donc Garnier, c'est une sorte de chef d'équipe, de premier parmi tous les artistes de son temps, et qui commande mille choses, de la peinture, de la sculpture, pour ce grand œuvre qu'est l'opéra.
Alors nous passons devant ces somptueuses cheminées avec une horloge. Il ne faut jamais oublier que le spectacle peut reprendre. Le conduit central a été évidé. C'était un tour de force de l'époque. Oui, je pense qu'en fait il y a deux conduits de chaque côté. Oui, voilà. Alors ce Charles Garnier va mener à bien son projet contre vents et marées sous deux régimes extrêmement différents. Et ce qui est étonnant, c'est qu'une fois le grand œuvre achevé, on ne pense même pas à l'inviter à l'inauguration. Garnier a eu des difficultés à mener son projet, y compris sous le Second Empire, parce que c'était un projet qui coûtait cher. Et pour l'Empire, il fallait malgré tout avoir aussi un volet social. Et au moment où on construisait l'Hôtel-Dieu, il ne fallait pas montrer qu'on mettait trop d'argent dans l'opéra. En tout cas, Garnier a constamment rappelé l'État à ses obligations et après la chute de l'Empire, a travaillé vraiment à ce que l'on achève ce bâtiment. Et effectivement, il a été mal remercié, puisqu'au moment où l'on inaugure ce bâtiment, on lui donne une mauvaise loge et on lui fait payer sa place. Alors c'est vrai que... C'était le 5 janvier 1875. Exactement. Alors quand on regarde les choses d'un peu plus près, on se rend compte qu'à cette soirée d'inauguration, tous les invités avaient payé leur place et que c'était d'ailleurs une soirée qui avait rapporté beaucoup d'argent à l'opéra, puisque cette soirée a rapporté plus de 2 fois la recette d'un spectacle ordinaire. Malgré tout, vis-à-vis de l'architecte, pas moins indélicat, disons. C'était très indélicat. Oui, et il est vrai qu'à la suite de cette inauguration, Garnier n'a plus eu une seule commande publique et il a fallu donc qu'il compte sur ses relations, sur des amis, sur des gens qu'il admirait pour terminer sa carrière d'architecte honorablement. Oui, même brillamment, on peut dire. Mais très brillamment, oui. Notamment à Monaco, entre autres, mais il a travaillé à Monaco, à Nice, à Bordighera. Voilà, c'est ça. Alors, nous allons passer par la rotonde de la Lune pour nous rendre jusque dans votre antre, à vous, Mathias Auclair, c'est-à-dire jusqu'à la bibliothèque. Entendu. Émission spéciale jusqu'à 14h sur Europe 1, spéciale depuis l'Opéra Garnier avec vous, cher Franck. Oui, Julia, au Palais Garnier, place de l'Opéra, au bout de l'avenue de l'Opéra. C'est assez facile à trouver. Nous avons fait quelques pas depuis tout à l'heure. Nous sommes sortis de cette rotonde du Glacier où l'on dit, Mathias Auclair, que c'est là que le général de Gaulle se faisait présenter les distributions lorsqu'il venait à l'Opéra, toujours accompagné d'hôtes de marque, bien entendu. C'était au cours des visites d'État, en fait. Oui, et dans la rotonde de la bibliothèque, on lui présentait des documents tirés des collections de la bibliothèque musée de l'Opéra. Très riche collection, alors au milieu desquelles nous sommes en train de cheminer, avec des portraits de ballerines, avec des cartons de mise en scène absolument extraordinaires. Alors, vous présentez au public l'ensemble de tous ces documents qui évoquent 2 siècles de vie artistique parisienne, disons-le, et internationale, puisque tous les grands noms ont un jour ou l'autre travaillé ici à l'Opéra de Paris, soit pour des opéras, soit pour des ballets. Ces collections sont visitées aujourd'hui, bien entendu, c'est-à-dire que l'opéra, c'est ce que nous disions tout à l'heure avec le directeur, l'opéra est un lieu, est un monument de Paris, est un monument visité. Le Palais Garnier est un monument extrêmement visité et nos collections sont vues par ce public. Mais en même temps, on met à la disposition des lecteurs de la Bibliothèque nationale de France dont nous dépendons les collections les plus précieuses pour étude. Alors nous parlions du général de Gaulle. C'est en 1964 qu'André Malraux va imposer la célèbre coupole, cette extraordinaire toile de Chagall qui orne maintenant la salle. Elle a fait scandale à l'époque. Alors Malraux procède en plusieurs temps. La commande date vraisemblablement de 1960 à l'occasion d'un gala en l'honneur du président du Pérou, à l'occasion duquel l'opéra représente Daphnis et Chloé dans des décors et des costumes de Chagall. À cette occasion, on dit qu'il aurait demandé à Chagall de penser à un nouveau plafond pour l'opéra. L'annonce est faite en 1962 et le plafond est inauguré en 1964. C'est ça qui est assez amusant aussi, c'est que finalement l'élite n'aime guère le plafond de Chagall, mais le public l'aime beaucoup. L'adore même. L'adore. Alors là, nous entrons dans ce qui est la bibliothèque, au sens propre de ce Palais Garnier. Et vous avez en bas des bibliothèques, c'est Richard Peduzzi qui avait installé tout ça ? Alors Richard Peduzzi a installé les 6 messes du musée. Oui. En revanche, cette partie du mobilier a été dessinée par Garnier lui-même. Ah bon, oui. Envers et contre tout, puisque lui n'avait pas du tout envie que l'on mette une bibliothèque à cet endroit, mais voulait absolument que ces espaces restent réservés au président de la République ou de la Troisième République. Au départ, c'était les appartements de Napoléon III, en fait. Voilà. Et Napoléon III, évidemment, n'est jamais venu. Ces appartements n'ont jamais été terminés pour Napoléon III. Et au moment où il a fallu trouver une affectation, Garnier a défendu le projet de les remettre
au président de la Troisième République qui n'en a pas voulu. Alors on a dans de petites vitrines absolument superbes des décors, de grands décors historiques d'opéra de la fin du 19e siècle. Alors ces petites vitrines ont un nom, ça s'appelle des guignols. Des guignols. Et on y présente des maquettes en volume de décors qui sont l'un des stades de la conception du décor. Le décorateur donnant d'abord une esquisse, et une fois que le décorateur a été choisi, il réalise cette petite maquette qui a tout un tas d'avantages en termes de... Elle permet de voir la dramaturgie, les déplacements sur la scène, l'agencement aussi des différents rideaux du décor. Ces décors faisaient partie évidemment de la dimension spectaculaire de l'opéra, à une époque où l'opéra jouait un rôle très important de représentation et même un rôle politique, disons-le. Effectivement, le rayonnement de ces spectacles est évidemment artistique, mais aussi politique. L'opéra étant la première scène nationale et à ce titre joue un rôle diplomatique extrêmement important. Comment l'opéra a-t-il traversé la période de l'occupation ? Est-ce qu'il y a eu ici les mêmes dissensions, les mêmes difficultés qu'à la Comédie Française, par exemple ? L'opéra est à l'image de la société française, c'est-à-dire qu'il y a au sein de l'opéra J'admire votre diplomatie. Collaborateurs, des résistants et puis toute une série d'artistes, d'administratifs qui ont travaillé pendant cette période comme sous d'autres. Et on a peut-être exagéré les exigences de l'occupant. Il y a eu quelques œuvres qui ont été imposées par l'occupant, mais globalement, le répertoire est un répertoire qui est décidé par la direction du théâtre en fonction à la fois de contraintes artistiques et aussi économiques. Il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses et on donne des spectacles variés qui ne sont pas particulièrement pro-allemand ou pro-occupant. On a forcément une image un peu biaisée par la représentation qu'en a donné le célèbre film La Grande Vadrouille avec Bourvil et Louis de Funès, qui est tourné ici même au début des années 60 et qui évoque l'opéra sous l'occupation, mais c'est un opéra de fantaisie, si je puis dire. Oui, c'est un opéra de fantaisie. En même temps, La Grande Vadrouille, si on la regarde bien, est un film peut-être plus nuancé sur cette période qu'on ne pourrait le penser. On voit que dans cet opéra, il y a tout ce qui compose la société française. Oui. Alors, bien avant La Grande Vadrouille, ce palais Garnier a été le décor de grandes fictions. Alors, je ne parle pas de son rôle dans la littérature, hein, c'est très important. Moi qui suis un lecteur de Proust, évidemment, on trouve l'opéra dans 2 des volumes de La Recherche. Il est très présent, il fait partie de la vie sociale de l'époque. Mais évidemment, l'œuvre la plus célèbre et celle qui draine les foules, c'est le fantôme de l'opéra, c'est Gaston Leroux. Une œuvre de fiction qui est une synthèse entre des faits réels et des faits romanesques. Et d'ailleurs, Gaston Leroux joue de manière très, très habile entre la fiction et la réalité. Je vous propose d'ailleurs, Mathias Auclair, de nous approcher de la loge, qui est la loge numéro 5, qui est considérée comme la loge du fantôme de l'opéra. Il faut peut-être expliquer en un mot. D'ailleurs, ce n'est pas un fantôme que nous retrouvons devant cette loge, c'est Christophe Tardieu. Bonjour Christophe Tardieu. Bonjour Franck. Vous êtes l'administrateur des lieux. Si l'on veut, voilà. Et vous connaissez bien le fantôme de l'opéra aussi, vous ? Oh, je l'ai rencontré plusieurs fois, oui. Expliquez-nous la place de cette loge dans l'œuvre. Alors, en fait, les 2 co-directeurs de l'opéra, Montcharmin et Firmin Richard, qui sont en fait la transposition littéraire chez Leroux de 2 co-directeurs réels qui sont Lémistin Broussant et André Messager, reçoivent l'ordre du fantôme de lui réserver cette loge, donc la loge numéro 5 aux premières loges, qui n'est d'ailleurs pas une loge extraordinaire. On va y entrer si vous voulez. C'est pas une loge centrale, mais c'est une loge... Voilà, nous entrons dans cette loge du fantôme de l'opéra, avec donc son salon à l'arrière, et puis on passe la courtine pour arriver dans la loge elle-même qui donne sur la salle. C'est vrai que ça n'est pas la loge qu'on conseillerait à un amoureux des mises en scène. Non. Et en même temps, je vous dis que c'est pas une très bonne loge. Du point de vue du 19e siècle, c'est une très bonne loge, parce que le but ici, c'est d'être vu. Et les loges de côté sont très très bien pour cela. D'ailleurs, la loge qui était prévue pour l'empereur et la loge qui est juste à côté
et qui est elle aussi une très mauvaise loge d'avant-scène. pour regarder, mais qui est une très bonne loge pour être vue de tous. Et ça, vous mettez le doigt sur un des aspects les plus importants de cette sociabilité de l'opéra, c'est-à-dire qu'on vient ici au moins autant pour être vu que pour voir. Alors on s'avance sur la partie ouverte de la loge pour contempler la salle, saluer, être vu, et puis on peut se retirer dans le salon qui lui peut même être fermé par un rideau, où l'on peut mener ses affaires, mener des aventures à la fois galantes ou gastronomiques, ça dépend des goûts et des moments. Tout à fait. Et en plus, il y a des usages qui nous paraissent aujourd'hui totalement sidérants, notamment le fait qu'il ne faut surtout pas arriver au début du spectacle, mais arriver en cours de spectacle, parce que celui qui arrive au début du spectacle est quelqu'un qui n'a rien à faire d'autre que d'aller se divertir ici. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que le ballet qui est introduit dans toutes les œuvres se trouve au 3e acte et pas au 1er. C'est pour laisser aux abonnés le temps de venir à l'opéra. Alors je ne sais pas si c'est pour nous, mais en tout cas c'est magnifique. Au moment même où nous sommes sur le bout de cette loge, l'ouverture de cette loge, c'est le fantôme qui fait s'allumer la salle. Si vous voulez bien, cette salle, nous allons la décrire depuis le plateau. On va courir jusqu'au plateau, jusqu'à la scène de ce Palais Garnier. Dessine sur Europe 1, ballet de Tchaïkovski. Retrouvons Franck. La chance, toujours depuis l'Opéra Garnier de Paris. Alors je sais bien, Julia, que nous faisons de la radio et c'est toujours un peu frustrant de ne pas pouvoir vous montrer tout ce que nous avons sous les yeux. Nous venons notamment, pendant cette petite interruption, nous venons de passer par des couloirs, par des coulisses et nous sommes arrivés sur la scène même du Palais Garnier, ce qu'on appelle le plateau. Alors c'est tout à fait extraordinaire. Nous avons au-dessus des cintres gigantesques. Nous avons face à nous la salle, bien entendu. Bonjour Brigitte Lefebvre. Bonjour. Vous dirigez évidemment la danse depuis combien de temps à l'Opéra de Paris ? Quelques années. Depuis quelques années. Et vous avez, si je puis dire, la religion de la scène. Vous êtes ici. J'ai l'action vous de la ressentez quelque scène. chose ici quand vous êtes sur le plateau ? Je ressens qu'on doit travailler, je ressens qu'on va regarder, qu'on va être avec et qu'il va y avoir cette relation absolument magique d'une certaine façon. J'aime pas trop dire le mot magique, mais ça l'est quand même soir après soir pour le ballet et aussi pour le lyrique d'ailleurs. Entre cet espace que sépare d'ailleurs la fosse d'orchestre où les musiciens font merveille. Et puis il y a cette fameuse salle que vous venez de décrire qui nous prend dans les bras. Vous voyez, vous me disiez tout à l'heure que vous vouliez chanter le grand air de Boris. Mais vous voyez, cette scène, quand vous êtes sur le plateau, on la voit pas forcément quand on est sur la scène, mais elle vous prend dans ses bras. Oui, c'est vrai qu'elle est très parfois accueillante. Pour vous embrasser, parfois pour siffler un peu. Oh non, pas dans la danse. Et dans le lyrique, plus du tout. Sûrement. Et dans le lyrique, plus du tout bientôt. C'est cette fameuse pente à 5% qui donne une perspective pour le spectateur absolument extraordinaire. Et ce que je ressens à chaque fois, je le ressens parce que je vous ai accompagné dans votre visite avec Mathias Auclair et Christophe Tardieu. J'ai l'impression qu'on quitte le théâtre, c'est-à-dire ce qui se passe en dehors du plateau pour entrer dans la vraie vie. Pour entrer dans le vif du sujet. Voilà. Alors, pour rectifier la boutade que je viens de faire, je le dis très souvent à nos auditeurs, mais je le répète une fois de plus, nous avons la chance à Paris, et il faut que tout le monde le sache, d'avoir le plus beau corps de ballet du monde. Et c'est grâce à vous, Brigitte Lefebvre, en grande partie, grâce à une grande tradition aussi. Oui. Donc, les sifflets dont je parlais s'adressent simplement parfois à quelques divas, mais c'est vrai que ça perd un peu de... Oui. C'est presque fini, ça. On a connu ça il y a 30 ans. Non, mais on n'en parle pas surtout. Ouais, quand on est sur un plateau, on ne parle pas de ça. On ne parle que de la beauté, on ne parle que de tout ce qui se passe, même dans tous les étages, avec des ateliers de couture formidables, les ateliers de décor, les techniciens. C'est plus qu'une ruche. Ah, oui. Et le reste, vous savez, ce qui se passe, c'est très très loin. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que pour une salle qui date de la fin du 19e siècle, on avait prévu un plateau très profond, une scène extrêmement profonde. Et quand on voit d'ailleurs la coupe de l'Opéra Garnier, on se rend compte que la moitié à peu près du bâtiment est consacrée aux espaces de représentation, dont le foyer, dont le grand escalier qu'on vient de voir. Et l'autre moitié consacrée au spectacle est elle-même réservée pour une bonne moitié à l'espace scénique, en profondeur, mais aussi en hauteur et en profondeur, parce qu'en dessous, il se passe plein de choses aussi, évidemment. Il y a des trappes très profondes. Il y a des trappes, il y a toute une vie, toute une organisation. Vous savez que on a beaucoup de lieux qui sont d'ailleurs très souvent attachés dans leur nom à la marine, parce qu'avant c'était les marins, vous savez, qui étaient les techniciens, qui étaient les premiers techniciens. Il y a la salle des cabestans, il y a beaucoup de choses. C'est qu'il y a un mot qu'on ne doit pas
pas dire, que je ne dirai pas. Et non, bien sûr, mais nous savons de quoi vous parlez. On va dire un fil un peu gros, si vous voyez. Et tressé. Et tressé, oui, et tressé. Et puis, on est effectivement à peu près, je crois, Christophe Tardieu, je crois qu'on est à peu près à 20 mètres, 19 mètres de ce qu'on appelle la fameuse, le fameux grille qui permet d'attacher tous les décors, non seulement les décors, mais aussi toutes les lumières. Je crois que d'année après année, la lumière a pris énormément d'importance. Là, je vois nos amis techniciens qui passent. Bonjour. Je vous propose de sortir du plateau et de nous rendre vers le foyer de la danse. Christophe Tardieu, quand on passe à cet endroit et quand on est exactement à ce poste d'observation qui est le nôtre en ce moment, on se rend compte que la technique est très présente. On a toujours l'image dans le public d'un opéra Bastille ultramoderne et d'un opéra Garnier conservateur des traditions. En vérité, même à Garnier, il y a une technologie de pointe. Alors, il y a bien sûr une technologie de pointe à Garnier. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Opéra Bastille, de son côté, est un prototype quasiment unique au monde, avec des équipements qui ont été créés pour l'occasion et qui fait de cet endroit un prototype absolument incroyable. À Garnier, la modernisation a eu lieu de plus en plus rapidement, avec l'évolution des techniques, avec de nouveaux projecteurs, avec de nouveaux éclairages, avec des dispositifs scéniques de plus en plus perfectionnés. Mais n'oublions jamais que tout ça est possible grâce à la base que Charles Garnier a lui-même constituée et grâce à une profondeur de scène qui est finalement l'équivalente de celle de Gabriel dans un autre célèbre opéra au château de Versailles. Au château de Versailles. C'est très spectaculaire et bien entendu cette scène elle est utilisée différemment par les metteurs en scène aussi bien d'opéra que de ballet. Vous avez une programmation multiple. Oui, on entend la vie du théâtre. Le théâtre ça vit toujours. Ça vit toujours. Vous avez une programmation multiple qui vous oblige à modifier, à changer les décors plusieurs fois par semaine. C'est un travail. C'est un théâtre d'alternance. Mais là on est dans un endroit magnifique. C'est ce que j'appelle les coulisses. C'est l'endroit où les danseurs, les chanteurs se préparent à entrer en scène. Et en ce qui concerne le ballet, les danseurs aiment beaucoup se regarder entre eux, se critiquer, s'admirer. Et vous savez, moi j'entendais à la nomination du pape, je crois qu'il y avait la salle des pleurs, la chapelle des pleurs. Et là, il y a la chapelle du regard, en fait. C'est là que ça se passe. Et les coulisses, moi j'aime beaucoup les coulisses. Ce moment où on voit un artiste qui va rentrer en scène, sa préparation, ce moment, ce changement qu'il a même dans son regard. Et voilà. Mais là, on va quitter. Je crois que vous voulez nous faire quitter. Oui, alors le on va rentrer dans l'histoire, si vous le voulez bien, parce que je voulais qu'on s'achemine tranquillement vers ce foyer de la danse qui a joué au 19e siècle. Oui, vous vouliez me montrer quelque chose. Non, mais c'est parce que c'est vous oui et que j'aime beaucoup Europe 1. J'ai montré quelque chose que j'aime beaucoup et qui me rappelle ma jeunesse qui ne date pas d'hier. C'est que vous voyez, ici, quand on descend, on est dans un escalier très, très élevé, enfin assez élevé, et on arrive dans la cour. Et cet escalier permet, quand nous avons pas seulement des bêtes de scène, mais des chevaux, je crois qu'il y a même eu un éléphant à un moment donné, mais moi je l'ai pas vu. Alors il y a une espèce de pente comme ça, et je me souviens quand on a fait le Carmen de Raymond Rouleau, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de chevaux, et j'entends encore, sans être complètement folle, mais j'entends encore le bruit des sabots des chevaux et l'odeur, parce que les chevaux s'accompagnaient de leur propre odeur. Alors nous retrouvons ici un pur décor Garnier, tout à fait dans la lignée de ce qu'on a vu dans le grand foyer et dans la salle elle-même. C'est le célèbre foyer de la danse, qui a été un lieu, comment est-ce qu'on pourrait dire, c'était un lieu de rencontre. Mais là, c'est pas la chapelle des pleurs. Disons que c'était un lieu. Bon, essentiellement, c'était, j'imagine, pour que les danseurs, danseuses et peut-être chanteurs aussi se préparent avant de rentrer en scène. Il y a les coulisses, mais il y a un moment où ils se retrouvent, foyer. Et puis progressivement, il y a eu des personnes très intéressées par la danse, vraisemblablement, encore plus par les danseuses, les abonnés de l'époque, qui étaient là. Alors vous voyez, quand on montre les quelques marches qui nous séparent, vous voyez qu'il y a des canapés, n'imaginez quand même pas trop de choses, mais c'est là où ils s'asseyaient. C'est là où ils s'asseyaient. Une longue banquette qui fait les tout le danseuses, tour. Les danseuses, danseurs aussi, même s'ils étaient moins appréciés peut-être, et faisaient leurs exercices. Et pendant ce temps-là, ces messieurs s'occupaient de l'avenir de ces demoiselles. Et là, vous êtes à un moment particulier. Oui, parce qu'on a déposé les grands lustres. Moi, je l'ai jamais vu. Ouais. C'est la première fois que je vois ça. On a déposé le lustre. Christophe, c'est toi qui as dû t'occuper de ça, j'imagine. Ça fait partie des travaux, en effet, obligatoires qu'il faut accomplir dans un monument de cette qualité. Et là, c'est toute la restauration du grand lustre du foyer de la danse qui est en train d'être effectuée. Ce qui démontre d'ailleurs on l'a démonté en petits morceaux
morceaux. C'est impressionnant. C'est très impressionnant et ça démontre surtout que dans une maison comme la nôtre, les métiers d'art ont une place absolument prépondérante. Nous avons besoin de véritables artistes pour pouvoir travailler sur des objets aussi précieux et aussi délicats. Il nous reste peu de minutes, Brigitte Lefebvre, mais est-ce que vous accepteriez que nous montions dans les salles de répétition là-haut, voir un Oui, mais alors quand même, avant le décrire, on ne va pas rentrer trop dans les détails parce qu'elles sont très nombreuses, c'est toutes les danseuses qui ont fait la gloire de la danse à l'opéra. On voit par exemple Fanny Hessler, on voit Carlotta Grisi qui ont créé les rôles les plus importants. Qui sont dans des médaillons, absolument, et qui ont créé des rôles aussi importants que Gisèle ou que la Sylphide, et puis d'autres. Il y a Fanny Hessler, il y a Cerrito, et il y a même des artistes en fait qui sont dans ce médaillon dont on connaît les descendants et les descendantes qui sont très touchés chaque fois qu'ils viennent. Évidemment. Moi, j'aimerais qu'il y ait une autre continuité de transmission. Voilà, moi j'aimerais qu'il y ait une autre salle avec plus actuelle, parce qu'on a de tels artistes extraordinaires qui ont fait la gloire de cette maison. Ce serait bien de prolonger dans le siècle actuel ou même passé du XXe siècle tous ceux qui ont illustré cette maison. Créons de nouveaux décors. Alors je vous confirme maintenant qu'il reste vraiment très peu de temps, Brigitte Lefebvre, mais nous montons quand même jusqu'à la coupole. Émission depuis l'Opéra Garnier, cher Franck, et on arrive déjà malheureusement justement vers la fin du programme. Je ne vous cache pas, Julia, que j'adorerais que cette émission puisse durer au moins 1 heure de plus pour que nous ayons le temps d'évoquer tous les souvenirs qui nous sautent littéralement au visage à mesure que nous promenons dans ce palais Garnier. Alors là, nous sommes au-dessus de la coupole de la grande salle, vraiment sous le toit du palais. D'ailleurs, il y a de grands œils de bœuf qui permettent d'avoir des aperçus sur la ville, sur les trophées dorés de la façade de l'opéra. Et nous sommes passés par des escaliers, des couloirs, dont le célèbre couloir des 100 mètres. Vous me racontiez, Brigitte Lefebvre, que vous aviez, des souvenirs étonnants à cet endroit. Bon, comme tous les élèves de l'école de danse, nous étions à ce moment-là encore à Garnier et on avait l'honneur et la chance de croiser les danseurs du ballet, les étoiles et les danseurs du ballet, c'était formidable. Qui se rendaient au studio Zambelli, du nom de Carlotta Zambelli. Voilà, absolument, le studio Zambelli, Carlotta Zambelli, qui a été notre professeur, et qui montre la richesse de l'école française parce qu'elle était une italienne. Et c'est ça l'école française de danse, c'est cet esprit d'ouverture. Alors là, nous ne parlons pas trop fort et nous entendons de la musique puisque nous sommes dans une salle de répétition. Il y a en ce moment même des danseurs qui sont en train de répéter un ballet. Nous sommes dans le studio Petit Pas du nom du grand chorégraphe Marius Petit Pas. Absolument. Et là, la musique que vous entendez, il faut quand même le dire, évidemment. C'est la musique du Loup, chorégraphie de Roland Petit, la musique d'Henri Dutilleux qu'il a créé tout spécialement pour ce ballet. Un superbe ballet. C'est un ballet magnifique. Qui est à l'affiche. Qui est à l'affiche en ce moment. Oui. Et évidemment, le petit Pas, on l'appelle Petit Pas maintenant, là aussi ça marque l'ouverture de la danse, puisque Marius Petit Pas, français, marseillais, en fait, il a créé le grand ballet académique à Saint-Pétersbourg. Et maintenant, ça revient. Qui nous est revenu, en quelque sorte. D'une certaine façon, et notamment grâce à quelqu'un comme Rudolf Nureyev, qui fait partie de l'école française de danse. Nous sommes très accueillants. Encore un des fantômes de la maison, Rudolf Nureyev, un fantôme bien pas entendu. très lointain, mais il y en a d'autres. Nijinsky lui-même est venu, d'ailleurs. On peut parler d'autres beaucoup plus récents qui ne sont pas des fantômes, qui sont bien vivants. Certains enseignent encore. Je pense aux grands artistes comme Cyril Atanasoff, comme Michael Denard, comme plein d'autres, les danseuses aussi magnifiques. Et puis moi, je ne peux pas ne pas évoquer Yvette Chauviré, qui est la ballerine française par excellence. En tous les cas, ici, c'est le studio Marius Petit Pas, ce Petit Pas qui permet de rassembler l'ensemble de la compagnie, les 154 danseurs. Alors parfois. voilà, il faut que vous nous expliquiez ce qu'est ce corps de ballet de l'Opéra de Paris. C'est beaucoup de danseurs. Le ballet, c'est 154 danseurs. On n'est pas la plus grande troupe du monde, au moins numériquement, mais enfin, on fait partie des troupes importantes. Et en tous les cas, au moins numériquement est charmant, mais vous avez raison. Oui, voilà, je me dois de le dire. C'est vrai. Voilà. Et puis, ce qui nous permet d'avoir plus de 170 spectacles par an et un programme extrêmement varié, tant sur le plan de la danse académique, néoclassique, contemporaine et même parfois d'avant-garde. On va bientôt célébrer les 300 ans de l'école de danse. Non, les 300 ans de l'école de danse, mais de 300 ans de l'école française de danse, qui a été instituée le 11 janvier 1713. C'est ça, Mathias? À la fin de son règne, Louis XIV se dit qu'il faut réorganiser l'opéra et réorganiser notamment le ballet. Et pour cela, il crée un certain nombre d'écoles, une école de chant et une école de danse. Il se trouve que l'école de chant, elle n'a pas eu d'avenir, alors que l'école de danse, elle a eu un riche avenir.
et qu'elle est aujourd'hui partie prenante de la politique du ballet de l'Opéra. Alors on parlait là de l'école au sens style en quelque sorte. L'école au sens apprentissage, elle a longtemps été ici même, dans ces murs au Palais Garnier. Absolument. Et maintenant, et ça a d'ailleurs été une très bonne chose, ça a été très décrié comme toutes les nouveautés, surtout d'ailleurs à l'Opéra, tout ce qui est nouveau est un peu... Hein, et grâce d'ailleurs au ministère bien sûr, puis à Claude Bessy, qui a été une des grandes directrices de l'école de danse, donc ça a été installé à Nanterre, ce qui permet aux élèves d'avoir non seulement une école d'apprentissage de la danse de 8 ans jusqu'à 16-17 ans formidable, mais en même temps de pouvoir passer le bac. Le fait que les petits rats soient maintenant à Nanterre leur retire la fameuse et sans doute très désirée proximité avec les étoiles et avec les danseurs du corps de ballet. Avant, le fameux avant, le bel avant, eh bien, on les voyait pas tellement. Hein. Ils étaient là, mais on ne les voyait pas beaucoup. À la limite, peut-être qu'on les voit plus maintenant. Ça doit être parfois un peu délicat à gérer, Christophe Tardieu, ces 3 sites et même quelques autres d'ailleurs, parce qu'il faudrait parler des décors, etc. Oui, c'est compliqué, mais en même temps, vous savez, c'est une maison dans laquelle il y a un nombre incroyable de professionnels d'une immense qualité. Et lorsque l'on fait confiance à ces grands professionnels, les choses deviennent tout de suite beaucoup plus simples. De là où nous sommes, j'aperçois les toits des studios de la rue François 1er. Il va falloir que je rende l'antenne. Croyez bien que c'est la mort dans l'âme, car c'est un bonheur d'être ici, et notamment dans ces salles de répétition du Palais Garnier. Merci beaucoup de votre accueil et merci de tout ce savoir que vous nous avez distillé au gré de pérégrinations qui ont parfois été un peu erratique, mais en même temps, c'est le seul secret d'une belle découverte. Merci à vous. 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 Merci à vous.